remède, dit-on. Pour éradiquer l'insécurité, source de la déstabilisation et de l'instabilité de l'autorité de l'État, des mesures exceptionnelles doivent être prises, notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire. Ceci dans le but de renforcer davantage la sécurité dans des zones envahies par les forces négatives et mettre fin à l'insécurité. C'est ainsi qu'il revient au chef de l'État, conformément aux textes légaux, en tant que garant de la nation, de décréter une mesure exceptionnelle appelée état de siège. C'est quoi l'état de siège? Qui peut le décréter? Comment et dans quelles circonstances? Quelle est la différence entre état d'urgence et état de siège? Suivez. Quand on parle de l'état de siège, au fait, on remet le pouvoir administratif entre les mains des militaires. État de siège, ezali l'État ou bien gouvernement. Yamboka, État les partis yamboka o makambo ezotambola malamu te. Eza na insécurité. État de siège, ezali mboka neti ezotambola malamu te, tokozwa gouverneur, soda, ministre, soda, bourgmestre, soda. Dans l'ère de la crise, tout ça, l'administration militaire pour remplacer l'administration civile. Celui qui peut décréter l'état de siège, c'est le gouvernement ou soit notre chef de l'État. L'état de siège est zapo, bouluyeke oumeli, balukelango solution. Mais état d'urgence, est zapo, n'okosungelo kosongolo et zotambolate. C'est-à-dire, va trouver solution d'une manière urgente. L'état de siège, ça s'applique d'abord dès que l'ordonnance est signée. Il sera tout simplement question de remplacer les administrateurs, des gouverneurs, des maires. Moi, j'allais partir un peu plus loin, même le chef du quartier. C'est quoi l'état de siège? Qui peut le décréter? Comment et dans quelles circonstances? Quelles en sont la procédure et la durée? Comment prend fin l'état de siège? Quelles sont les modalités d'application de cette mesure exceptionnelle? Enfin, quel est le traitement réservé aux autorités investies avant la proclamation de l'état de siège? L'espère nous éclaire. La Constitution parle des circonstances qui peuvent donner lieu à la proclamation par le président de la République de l'état de siège, mais ne définit pas ce que signifie l'état de siège. Mais lorsqu'on regarde dans la manière de la mise en œuvre de l'état de siège, c'est une situation juridique que provoque, comme l'article 25 le dit, mais en matière d'état de siège, ça concerne beaucoup plus la sécurité de l'État. Lorsque l'intégrité du territoire est menacée, lorsqu'une partie du territoire est menacée par des situations qui empêchent le gouvernant des lieux, voire même le gouvernement au niveau national, de bien administrer, de bien contrôler, de bien protéger les personnes sur cette partie du territoire ou sur le territoire, les présidents de la République peuvent mettre à la disposition de l'armée et de la police une administration militaire avec restriction de certains droits fondamentaux pour permettre la maîtrise de la situation. L'état de siège concerne beaucoup plus de troubles liés à la sécurité, à la tranquillité, à l'indépendance du territoire national ou d'une partie. Menaces graves, menaces personnelles, individuelles, beaucoup plus venant des personnes, des rébellions. Alors que l'état d'urgence, c'est beaucoup plus de mesures exceptionnelles prises pour essayer un peu de maîtriser une situation imprévue, une calamité, les écroulements de montagnes. Avec le réchauffement climatique, on voit même en Europe des montagnes de glace s'écrouler. Les deux notions se séparent beaucoup plus à l'origine des circonstances qui viennent troubler le fonctionnement de l'État. L'état de guerre, ça signifie qu'on a déjà identifié, sans se tromper, l'ennemi. Et on dit, la République du Congo est en guerre contre tel État. La République du Congo est en guerre contre tel mouvement identifié
lequel mouvement aussi se déclare être en guerre avec la République du Congo. L'article 85 de la Constitution, corroboré par l'article 144 du même texte, donne au président de la République le pouvoir de proclamer l'état de siège. Ailleurs, c'est peut-être le ministre de l'Intérieur, ailleurs, c'est peut-être le gouvernement, mais en République du Congo, il revient au président de la République par une ordonnance, après qu'il ait adressé un message à la nation, de prendre une ordonnance proclamant l'état de siège sur toute l'étendue du territoire ou sur une partie du territoire. Mais avant de prendre cette ordonnance-là, il consulte le Premier ministre ainsi que les deux présidents de deux chambres du Parlement. Et conséquemment à cette ordonnance-là, le président de la République prend d'autres ordonnances qu'on appelle les ordonnances de mise en œuvre, nomination des autorités qui se substituent aux autorités civiles. Les autorités civiles élues par les assemblées provinciales, du fait de la proclamation de l'état de siège, leurs fonctions sont suspendues. Et étant suspendues, ils bénéficieront de leurs droits, de leur traitement. Au bout de 30 jours, si l'état de siège est levé, ils reprennent leurs fonctions. À chaque ordonnance proclamant l'état de siège est de 30 jours renouvelable par 15 jours sur demande du président de la République après que le Parlement ait voté une loi de prorogation de cette durée de 15 jours supplémentaires. L'état de siège prend fin avec les termes, c'est-à-dire au bout de 30 jours, si le président de la République ne sollicite pas une prorogation, l'état de siège prend fin. L'état de siège peut prendre fin aussi avant 30 jours si le président de la République estime que, à 20 jours déjà, la solution a été trouvée. Il peut prendre une ordonnance et il met fin à l'état de siège. Tout comme l'Assemblée nationale ou le Parlement ou le Sénat peuvent prendre une loi mettant fin à l'état de siège, quand même que cet état de siège-là n'était pas encore arrivé au bout de son terme. Pendant l'état de siège, certains droits fondamentaux dans leur exercice sont parfois suspendus, et c'est là pour autant que les dispositions pertinentes de l'article 61 de la Constitution ne soient pas violées. Le droit à la vie, par exemple, ça reste sacré. Le droit au double degré de juridiction, c'est-à-dire que le droit de faire recours, ça doit rester intact. Pendant l'état de siège, on doit respecter les principes de l'égalité, de délits et de peines. On ne doit pas soumettre les gens à l'esclavage ou aux traites des personnes humaines. Et aussi, on ne doit pas emprisonner les gens pour raison de dette pendant l'état de siège. On ne doit pas faire de l'état de siège un moment de commettre les abus sur les personnes civiles, parce qu'il peut y avoir de mauvais soupçons, il peut y avoir de fausses accusations, il peut y avoir des imputations dommageables, de dénonciations calomnieuses. Les juridictions civiles vont céder aux juridictions militaires. Seuls les militaires, les policiers, les services de sécurité chercheront à mettre sur pied beaucoup d'autres mécanismes militaires ou policiers pour arriver dans les 30 jours à mater toutes ces tracasseries, tueries, rébellions, quels que soient leurs auteurs, parce qu'il faut reconnaître que le but de l'état de siège, c'est renforcer davantage le contrôle, la capacité opérationnelle des éléments et la capacité opérationnelle des services de sécurité, réduire sensiblement le mouvement, les circulations pour mieux contrôler, et toute mesure qui peut aider ces services à atteindre ces objectifs-là peuvent être de bienvenus si ces mesures-là ne violent pas les droits fondamentaux qui ne peuvent pas être violés. Révèle la loi. Le citoyen est tenu au strict respect des dispositions sécuritaires et administratives exigées par l'état de siège. Cet état de choses appelle aussi aux autorités de pouvoir respecter les droits fondamentaux des citoyens, tels que le droit à la vie,
la vie humaine est sacrée, car la valeur réelle de l'état de siège est de préserver les personnes et leurs biens. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.